Bonjour à tous et bienvenue sur Made in Talk. Suite au premier épisode du podcast, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages concernant les études de médecine en Roumanie et en Belgique. J'espère que l'échange d'aujourd'hui répondra à nombreuses de vos questions. J'ai donc le plaisir d'échanger à nouveau avec Yasmine sur les différences et similitudes qu'il y a entre des études de médecine en Roumanie et en Belgique. Dans cet épisode, on discute des conditions d'accès aux études, du coût, de la rentrée, des cours magistraux et travaux pratiques. On aborde aussi l'organisation de l'année universitaire, les examens et les périodes de vacances. Pour être complet dans notre information, nous vous invitons à consulter les sites internet officiels des différentes facultés de médecine. Rappelons que chaque système a ses propres avantages et inconvénients, mais qu'au final, l'objectif commun est le même, c'est celui de former des médecins responsables et épanouis dans leur carrière. Si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser des likes, un commentaire, ainsi qu'à le faire découvrir aux personnes qui vous entourent. Cela pourrait peut-être les aider. Vous pouvez également interagir avec nous via les réseaux sociaux en nous taguant via Made in Talk et officiel Yasmine Kassé. Cela nous permettra de répondre à vos interrogations dans les meilleurs délais. Je remercie déjà toutes celles et ceux qui s'abonnent au podcast. C'est gratuit, simple et ça vous permet d'être au courant des futurs échanges postés. En attendant, je vous laisse avec la discussion entre Yasmine et moi. Bonjour Yasmine. Bonjour. Suite à la dernière vidéo qu'on a tournée ensemble, on a eu beaucoup de retours par rapport aux études de médecine en Roumanie et en Belgique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour débattre. Oui. On va commencer avec quelques catégories un peu plus techniques. Les conditions d'accès aux études. Comment est-ce que c'est en Roumanie pour un étranger? Alors c'est déjà sur dossier. Donc la période d'admission, si ça n'a pas changé, c'est entre mars et juillet. Et on doit envoyer un dossier avec les documents qui sont demandés, avec les nombres de copies qui sont demandés aussi, et aussi des catégories à respecter, par exemple avoir 12 de moyenne au baccalauréat, ne pas avoir de note en dessous de la moyenne, etc., etc. Donc des catégories à respecter, sinon on est éliminatoire. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Est-ce que toi, par exemple, tu as appliqué dans une seule université ou alors dans plusieurs? Non, j'ai appliqué à IH, à Cluj et à Bucarest. Je ne savais pas pour Arad, Timișoara et je sais plus le nom de la troisième. D'accord. Il y a une troisième fac qui fait une dernière fac qui fait en français, mais je ne me rappelle plus le nom. Mais en tout cas, je connaissais pas Arad et Timișoara à l'époque. Je voulais faire Bucarest parce que aussi c'était en anglais, donc ça me dérangeait pas. D'accord. Et tu savais combien de personnes il y avait plus ou moins qui appliquaient ou combien d'étudiants par année appliquaient dans chacune de ces universités? Avant d'aller à l'IA, je ne savais pas, je ne connaissais rien. J'ai juste fait mon dossier, je ne savais rien du tout de combien allait être, rien. Je ne savais pas du tout. En Belgique, il y a un examen d'entrée depuis 2016. Chaque personne qui veut faire la médecine doit passer par cet examen d'entrée-là et doit le réussir, qu'il soit belge ou qu'il soit étranger. Alors, cet examen-là, c'est 8 cours, donc 8 matières. 4 donc scientifiques et 4 humaines. Les scientifiques, c'est des maths, des bio, de la chimie, de la physique. Et les humaines, c'est plutôt la compassion, l'éthique, le raisonnement et la communication. C'est une session qui se passe en une seule journée. Question, pour préparer ce concours, tu le prépares au lycée? Comment ça se passe pour réviser? Comment est-ce que tu es au courant du programme? Tout est marqué sur leur site internet de préparation de concours en médecine. Et alors, ça dépend un peu. Libre à chaque étudiant de se préparer autant qu'il le veut. Donc, vu que le système il est encore très jeune, ça fait seulement depuis 3-4 ans qu'il a été inauguré. Mais voilà. Combien de temps ça prend pour assimiler toutes les informations de chaque matière? Moi, je dirais que ça prend quand même 2 bons mois, faire ça un peu tous les jours. En global, je pense que c'est important de bien se préparer la dernière année du lycée, en fait. Il y a des personnes qui ne réussissent pas le concours du premier coup et puis qui s'inscrivent dans des filières comme biomédicales, dans d'autres études, qui commencent d'autres études, et puis après qui retentent le concours l'année d'après, vu que c'est un concours examen d'entrée, donc on le présente avant de commencer la médecine. Et puis après, ces personnes-là, elles le réussissent et donc, en tout cas, commencent leurs études de médecine. Mais il faut absolument réussir le concours. En Belgique, toutes les majors, vous avez des examens d'entrée ou c'est juste pour la médecine? Est-ce qu'il y a une période d'examen d'entrée? C'est pas en même temps que le baccalauréat?
Eh bien, il y a 2 sessions par an, donc une en fin juin et une en septembre. Ça coïncide pas du tout avec le baccalauréat français. Et puis après, cet examen-là, il est pas pour des études de médecine générale et de médecine dentaire. Toutes les autres branches, comme kiné ou infirmier, ils sont sans concours, donc l'inscription est libre sur base de dossier. Pour la longueur des études et le coût, ça se passe comment? Tu parles des coûts, du coup, de la fac ou en général de la vie en Roumanie en tant Oui, qu'étudiante? d'abord de la fac et puis on peut parler de la vie en Roumanie aussi. Déjà, la longueur, c'est 6 ans pour dentaire et après, libre à nous de rentrer en France pour commencer à travailler ou faire une spécialité en France ou en Roumanie. C'est comme on veut. Et pareil pour les médecines générales. Après, les médecines générales, ils sont obligés de faire une spécialité, que ce soit en France ou en Roumanie. Pour la taxe scolaire, c'est 5 000 € par an. Mais il y a eu une réforme pour IH. Maintenant, c'est 7 500 € par an. Pour les premières, à partir de la génération de la première année de l'année prochaine. Donc maintenant, si tu veux, c'est à ta place, il faut que tu payes pour confirmer que tu viens, etc. Et par rapport au paiement, c'est en tranches. Donc la première année, on doit payer en une seule fois parce qu'avant, les gens, ils gardaient leur place, mais ils s'inscrivaient dans d'autres facs et allaient dans d'autres facs sans se désinscrire ici, ce qui fait que ça bloquait des places. Donc maintenant, si tu veux, c'est à ta place, il faut que tu payes pour confirmer que tu viens, etc. Donc première année, on paye en une seule fois. Et les autres années, on paye en par tranche, donc 3 tranches. Et c'est le service d'inscription ou c'est le secrétariat qui s'occupe de tout ça dans ton université? Par rapport à la taxe scolaire, Oui. je sais pas, on nous envoie un compte bancaire où il faut faire le transfert, donc je sais pas qui gère ça. D'accord. Enfin, par exemple, ici en Belgique, c'est bien séparé. Le secrétariat médecine s'occupe plutôt des choses administratives par rapport aux cours, aux travaux pratiques et tout ça. Et le service d'inscription s'occupe vraiment de l'inscription à l'université. C'est lui qui gère. Alors là, pour moi, je sais pas du tout comment, je sais pas. Pour le coup, vu que c'est à distance, je pense que c'est un peu mystérieux. On sait pas du tout comment ça se passe. Mais pour le coup, même pour la taxe, je sais pas qui gère ça. Faut payer, puis c'est tout. Il y a juste la secrétaire qui est en charge de notre section qui nous dit machin a oublié, donc ou c'est pas passé. Donc bon, bah là pour le coup, on a encore un peu de temps pour payer. Mais en vrai, je sais pas comment c'est géré. Écoute, ici en Belgique, c'est plus ou moins la même chose. Donc les études de médecine, c'est 6 ans de bloc commun et puis après la spécialisation qui peut varier de 3 ans minimum pour un médecin généraliste à 6 ans pour un chirurgien par exemple. Et puis c'est vrai qu'au niveau des coûts, c'est un peu différent puisque les Belges vont payer 835 € par an et puis les étrangers vont payer beaucoup plus. La première année, c'est 5 000 €, puis après la deuxième année, c'est 835 comme les Belges. La troisième année également, puis après la quatrième année, c'est-à-dire le master, ça recommence avec 5 000 € et c'est un système dégressif en fait. Donc voilà, ça dépend un peu d'une année à l'autre et ça dépend aussi des conditions sociales, et des assurances, des taxes, de la composition du ménage, etc. Donc c'est un peu à la carte quoi. Donc chaque étudiant vient avec son dossier, avec ses caractéristiques personnelles. D'accord. Ah non, nous, si tu peux pas payer la taxe, tu peux pas faire des études. Alors que vous, j'imagine que si tu veux pas payer, t'as les bourses, etc., t'as des aides, qui fait que ça diminue le machin. D'accord. Non, ici, tu peux pas payer, tu peux pas faire. Vous êtes combien d'étudiants par année? Officiellement, 80, 70-80. Après, il faut pas oublier qu'il y en a certains qui lâchent en cours de route. Donc ça fait que ça diminue. Il y en a qui redoublent, il y en a qui font des Erasmus. Donc au fur et à mesure des années, ma promotion diminue. Enfin, ça fait effet entonnoir. Là, on était 80 directement après la rentrée, vu qu'il y a certaines personnes qui ont bloqué des places. Donc on est tout de suite descendu à 60. Ensuite, maintenant, là, on est une cinquantaine. Je sais pas, est-ce qu'on restera fixe jusqu'à la 6e année? J'espère. Mais normalement, c'est 80 places en dentaire et 100 places. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi, mais en tout cas, je dis une moyenne, 100 places pour les MG. D'accord. Mais nous, du coup, on est dans les 3 premières années plus ou moins 200 par promo. On reste plus ou moins ce chiffre-là. En fait, avant ce fameux examen d'entrée, comme je te le disais, qui a été instauré il n'y a pas longtemps, oui, 1200 déjà en première année, et puis après, c'était les examens qui avaient pour but de faire l'effet entonnoir, comme tu disais, donc c'était vraiment très dur. Mais bon, depuis l'instauration de l'examen d'entrée, on a nettement diminué l'effectif des étudiants en médecine. Et donc voilà.
Est-ce que pour la rentrée académique, vous avez des choses que l'université vous prépare? Comment ça se passe une entrée académique? Alors, la rentrée, on va se diviser ça, la rentrée avant le début des cours et la rentrée, les cours. La première année, les associations des élèves, anglophones, romanophones, si je peux dire ça, et francophones, ils font des présentations dans les amphithéâtres, de comment ça se déroule une année, les différentes activités que eux, en tant qu'association, ils font pour les élèves, qu'ils proposent aux élèves pour rythmer la vie étudiante, et ils font aussi une visite de la ville et de la fac. En tout cas, pour les francophones, il y a ça. Ensuite, par rapport à la rentrée en elle-même, par rapport aux cours, c'est aussi l'association des élèves qui prépare ça. Ils cherchent les Facebook des élèves avant la rentrée. Ils les mettent tous dans des groupes Facebook et ensuite, ils mettent tout de suite les informations de la rentrée, enfin, le calendrier scolaire, plus les RIB pour les frais de scolarité et les groupes, les différents groupes. Par exemple, chaque groupe, il y a 8 personnes et il faut, après, plus tard, après un mois, on votera des chefs de groupe, chefs de promotion. Mais en tout cas, voilà, on a l'emploi du temps. Donc, à partir de ce moment-là, on sait dans quel groupe on est, par rapport à quel emploi du temps de quel groupe. Et vu qu'on a fait la visite de la fac, donc à peu près, on sait à peu près où on devra commencer le cours. Voilà. En tout cas, c'est vraiment l'association des élèves qui nous gère plutôt les francophones. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres sections. D'accord. Mais c'est drôle parce que c'est pas complètement différent, mais c'est un peu différent en Belgique, puisque nous, c'est pas du tout l'association des étudiants qui s'occupe de ça, c'est plutôt le secrétariat médecine qui propose justement déjà à ceux qui vont rentrer en première des cours prépa. Donc ça se passe les 2 dernières semaines d'août. Voilà, on revoit des maths, de la physique, de la chimie. Justement, en vue de la préparation de l'examen d'entrée, tu me posais tantôt la question comment ça se déroule. Mais voilà, ça c'est une manière de préparer l'examen d'entrée. Et alors, pour ceux qui rentrent en première, c'est toujours le secrétariat, enfin en tout cas la fac de médecine, qui prépare cette journée d'ouverture avec le discours du doyen, le discours de différentes... Ah oui. Nous aussi, on a ça, les discours du doyen. Actifs au sein de la fac. Pendant la pré-rentrée, c'est un peu l'occasion de se familiariser avec le campus, la ville et un peu les collègues qu'on aura plus tard. Est-ce que tu penses qu'être sur Facebook et faire partie de ces groupes-là, c'est essentiel? Un peu être mis au courant de l'organisation? Alors, quelqu'un qui n'a pas Facebook, comment est-ce qu'il pourrait se débrouiller? Je connais beaucoup qui n'ont pas Facebook et qui ont dû en créer un dans le groupe de promotion, la page Facebook de la promotion, c'est un intermédiaire avec l'Asparia, avec l'association qui nous gère vraiment. Oui, c'est très très important d'avoir Facebook pour le coup. Donc même le secrétariat, il a accès à votre groupe Facebook. Donc pour notre section, non, oui. Mais je sais que les MG, ils ont un grand groupe Facebook, une grande page Facebook de tous les MG français. C'est plutôt pour la secrétaire. Dès qu'elle a un truc à demander, elle dit le nom, machin, elle veut ça, et après, à la personne d'être identifiée. C'est plus facile, c'est plus rapide et c'est plus efficace, vraiment. Même si c'est vrai que nos informations personnelles sont à la vue de tous, mais c'est pas grave, c'est tellement plus rapide et tellement plus efficace de devoir se déplacer. Alors des fois, on n'a pas le temps du tout et le secrétariat ouvre de 11h30 à 14h30. Des fois, c'est même pas dans la semaine, on peut même pas les voir. C'est vraiment cool qu'ils soient ouverts à la technologie, Facebook, etc. C'est vraiment super sympa. Mais c'est chouette. Ici en Belgique, c'est pas trop ça. Nous aussi, on a un groupe Facebook pour toute l'année, bien sûr. Mais le secrétariat, les échanges avec eux, c'est plutôt par mail du délégué de l'année vers le secrétariat et vice-versa. Comment ça s'est déroulé pendant le Covid? C'est plutôt le secrétariat aussi qui a pris en charge ce plan-là de l'organisation, ou c'est aussi les étudiants qui ont un peu aidé via leur expérience Facebook? Vu qu'à la base, il y avait déjà une vraie communication Internet qui était bien installée, donc de switcher... En fait, il n'y a pas eu de switchage, vu qu'à la base, c'était comme ça. Donc, pour le coup, au secrétariat, il n'y avait pas eu de problème. Et aussi, dès qu'en première année, on donne déjà nos identifiants e-learning sur la plateforme pour avoir nos notes, etc. Donc, ils ont eu l'amabilité de laisser les mêmes identifiants et les mêmes codes pour Microsoft Teams. Ah oui. Donc, on n'a pas eu besoin de refaire une organisation pour avoir d'autres identifiants pour une autre plateforme. Donc là, c'était vraiment super. Donc, c'est ça je pense que c'est ça aussi qui ça a fait
ça a rendu vraiment la chose la plus fluide. Facile. Voilà. Et dès qu'on a que c'était Microsoft Teams, il fallait le télécharger. Et voilà, quoi. Donc, on n'a pas eu de problème pour se connecter vu que c'était nos identifiants qu'on utilise depuis des années. Donc, voilà. Finalement, nous aussi en Belgique, on a fait la même chose. Très vite, on est passé vers le distanciel. Et aussi, on a utilisé la plateforme Microsoft Teams. C'est toujours la même qu'on utilise maintenant. Et oui, pour les TP, on avait certains, après le lockdown, il y en avait certains qui sont redevenus présentiels, mais toujours avec des groupes de 8-10 étudiants. Et puis, si on était malade, on ne devait pas venir. Donc, rattraper le TP à un autre moment. Donc voilà, c'est un peu le casse-tête de tout secrétaire de médecine. À mon avis, elles ont eu beaucoup de travail pendant cette période. Je compatis. Je voudrais aussi qu'on parle un peu du planning de l'année et des organisations des périodes. La rentrée, c'est le 1er octobre ou le premier lundi d'octobre, ça dépend. Donc le semestre se déroule jusqu'à décembre, jusqu'à fin décembre, avant Noël, quoi. C'est un semestre qui est tout à fait normal, qui est rythmé par des tests pour les 10%. Ensuite, les vacances de Noël sont des faux vacances parce qu'il faut réviser pour la session de janvier. Donc on arrive, je crois, le 7 janvier ou aux alentours du 7 janvier pour une rentrée. On a une semaine ou deux encore de cours de TP si ça n'a pas été terminé avant. Et après, mi-janvier, officiellement, c'est la session d'examen. Donc, ça peut commencer avant si les TP et CM ont été terminés. Ça peut commencer, en tout cas, à partir du 15 janvier, ça commence jusqu'à première semaine de février. C'est les 40 et 50%. Donc, les 40, c'est l'oral et les 50, c'est l'écrit. Donc, en gros, les QCS. Mais bon, vu que maintenant, c'est le Covid, il n'y a plus de QCS. Donc, on fait oral, TP et CM. Et voilà, donc par exemple, moi, mes examens cette année se sont déroulés en 2 semaines, alors que les autres années, ça se déroule en 1 mois. Ensuite, il y a les vacances de février qui sont entre 1 à 2 semaines. Encore une fois, ça dépend de si la période d'examen se termine plus tôt ou pas. Ça dépend en fait de l'organisation que la chef de promotion va pouvoir s'organiser avec les différents profs. Et on a le deuxième semestre. Pareil, rythmé par les tests. On a des grosses vacances, entre guillemets grosses vacances en avril-mai, qui est donné par la fac de 1 semaine. Et en plus de ça, on a les semaines religieuses. Les orthodoxes, ils aiment bien la religion. Ils vont avoir des vacances spécialement pour ça, c'est bien. Oui, mais pas que les orthodoxes, hein. Les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, il y a de tout, hein. Toutes les religions ont leur période et ont leur semaine dédiée. Et donc, on a le droit à ce moment-là de prendre une semaine d'absence par rapport à notre confession. Donc là encore, il faut s'inscrire dans l'inscription comme quoi on est musulman, juif, chrétien, etc. Et après, on a la session normale de juin qui, pareil, hein, ça va commencer de mi-juin, mais ça peut commencer plus tôt, ça dépend du programme, si ça a été terminé ou pas. Ça dépend aussi de l'organisation des profs. Ça peut aller de 2 semaines à 1 mois. Voilà, donc ça se termine fin juin. Ensuite, soit on est en vacances d'été, soit on ne l'est pas. Ça dépend des rattrapages, si on en a ou pas. Les rattrapages, c'est 1er juillet au 15 juillet. Et là, encore une fois, soit on a raté encore des matières. On a la session d'extra rattrapage qui se fait mi-septembre, du 10 au 16 septembre. Et là, encore une fois, si on a raté, on va porter la matière l'année qui suit. Et on a un maximum de crédits de 15. Et l'été, entre-temps, en août en général, on fait notre stage qui dure 1 mois. Donc là, c'est où on veut, hein. C'est en France, en Roumanie, ailleurs dans le monde, à partir du moment qu'on remplit un papier avec la note, les observations qu'on doit rendre au secrétariat. Et donc, à la fin, chaque matière pourra être présentée 3 fois par année, c'est bien ça? Voilà, maximum. Gratuitement, on a le droit de passer 3 fois. Il y a encore une différence avec la Belgique. En Belgique, on peut passer que 2 fois par an, que ce soit une matière du premier ou du second semestre. Ici, en Belgique, on parle plutôt de quadrimestre. Ça n'a pas de sens, mais c'est le mot équivalent du semestre français ou semestre roumain. Il y a donc 2 semestres ici en Belgique et c'est plus ou moins la même organisation. Donc nous, la rentrée, c'est le 15 septembre. C'est un peu plus tôt que chez vous, 2 semaines plus tôt que chez vous. On a aussi les cours jusqu'au 15 décembre, donc jusqu'à plus ou moins la fin décembre. Et après, on a les vacances qui sont aussi une période pour étudier et pas pour déjeuner ou profiter avec la famille. Que nenni. Donc, nous, nos examens pour toute la Belgique, que ce soit les étudiants en médecine, mais un peu tous les étudiants, ils ont leur session au mois de janvier, donc tout le mois de janvier. Et d'habitude, les vacances, c'est fin janvier, donc 1 semaine, pas plus. On est un peu radin au niveau des vacances en Belgique. Et alors, le second quadrimestre commence le 1er février d'habitude. Et jusqu'aux vacances de Pâques, on a cours. Puis après, les vacances de Pâques, c'est aussi utilisé pour étudier et pas pour bruncher ou pour... Pareil. Voilà. Et alors, on a nos examens d'habitude en mai ou tout le mois de juin.
Entre Pâques et fin mai, on a encore des cours et des TP. Et puis après, une petite période de 1 semaine ou 2 semaines maximum pour préparer les examens. Tout le mois de juin, on a des examens. Et alors, la seconde session, la dernière quinzaine d'août, c'est utilisé aussi pour tous les étudiants en Belgique. La plupart des étudiants sont en seconde session au mois d'août. Vous avez un système d'escalier? Non, pas du tout en fait. Donc en Roumanie, c'est plutôt une évaluation continue, si je comprends bien. C'est-à-dire En fait, ça fait que si je valide les 10, je peux passer aux 40, je peux passer aux 50. Mais Oui. même si je valide les 10 et les 40, ça ne veut pas dire que j'ai validé ma matière. C'est vraiment quand j'ai terminé la dernière étape, là, c'est bon, j'ai terminé ma Oui. matière. Non, c'est pas du tout la même chose chez nous. En fait, on n'a pas vraiment d'évaluation continue, donc on n'a pas de petits tests pendant l'année ou pendant les TP, pas du tout. Ce qui compte, c'est exclusivement l'examen. Pour la plupart des matières, c'est exclusivement l'examen. Et alors, le jour de l'examen, on a plusieurs parties théoriques, parties travaux pratiques, parties exercices. Par exemple, en chimie, je pense aux cours comme la chimie, comme la physique, des premières années. Mais c'est vrai que pour le cursus théorique, donc jusqu'à la 5e année, c'est plutôt que les examens qui comptent, quoi. Donc, il faut éviter les gastro-entérites le jour de l'examen. Mais dans les examens, c'est surtout partie théorique, on va dire 70-80%, et partie travaux pratiques, 10-20%. Donc, ce qui est important, c'est un peu plus la théorie que les travaux pratiques les premières années. Par rapport aux travaux pratiques, est-ce que tu as du matériel que tu utilises et que tu as acheté exprès pour ça, ou alors chaque fois l'université te fournit? Alors, la fac ne fournit rien, donc c'est à notre charge les instruments. Surtout en médecine dentaire, là, c'est vraiment nous qui devons tout acheter. À chaque début de cours, on va nous dire on aura besoin de tel ou tel instrument, de tel ou tel matériel. Par exemple, en cardiologie, il nous fallait avoir des fausses arcades avec des fausses dents pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir faire les qualités de carie. Donc là, oui, c'est quelque chose qu'on a acheté personnellement. Et par exemple, là, comme aujourd'hui, quand j'ai eu un patient avec mon groupe, là, le matériel, on peut le diviser par 8. Là, il n'y a rien qui est fourni par la fac, à part vraiment les gros instruments, comme par exemple, quand on doit faire notre quota d'extraction en chirurgie oro-alvéolaire. Là, oui, tout est fourni par l'hôpital, mais les fraises, les turbines, les contre-angles, etc., ça nous charge. L'association des élèves a préparé une mallette avec turbines, fraises, fausses dents et arcades. C'est vraiment bien, c'est le top. Mais c'est pas suffisant par rapport à tout ce qu'on ne fournit pas. Mais moi, je pense tout simplement qu'il faudrait qu'on fasse une liste. Le plus intéressant, c'est vraiment qu'on essaye de garder les groupes statiques. Comme ça, moi, on a le matériel du groupe. Parce que vu que ça tourne chaque année, il y a toujours un qui garde le matériel, mais qui est plus dans notre groupe. Donc bon, c'est un peu bordélique à ce niveau-là. Il faut faire attention à son budget, acheter vraiment ce dont on a vraiment besoin. Vous avez des sites spéciaux sur lesquels vous achetez? Par exemple, si moi j'avais su quoi acheter, je pense que je serais pris sur eBay. Regardez un peu, eBay a tout, c'est pas cher, tu achètes en gros et t'as un petit stock, comme ça au moins tu peux détruire un maximum. Non mais c'est vrai, hein, parce que les fraises, ça se brûle, ça brûle les fraises. Tu peux cramer tout, tu peux pas les utiliser après. Donc acheter à chaque fois des fraises au magasin, c'est cher. Ça coûte quoi? C'est cher comme tu dis? Par exemple, une fraise, ça coûte 7 lei. C'est 1,50 €? Ouais, 1 € et quelques. Déjà, une fraise, ça a plusieurs formes, tu vois. Donc, tu peux pas acheter qu'une seule fraise comme ça. Tu vois, t'as fraise boule, fraise cylindrique. Tu peux pas utiliser une fraise pour tout faire. C'est pas possible. Donc, quand tu achètes des fraises, t'en as au moins pour 35 lei. Bon, il y a des magasins ici spécialisés, donc c'est très très bien pour dépanner. Mais en vrai, je pense que, moi, je compte mettre sur mon blog la liste du matériel spécifique pour chaque année, ce qu'on doit acheter. Et voilà, comme ça, au moins, on peut acheter sur AliExpress, sur eBay, et on va s'y prendre en avance. Il n'y a pas moyen d'acheter ça en seconde main ou des étudiants d'année supérieure qui revendent leur matériel? Déjà, tu as des pages Instagram qui s'appellent IH Marketplace. Je ne sais pas qui tient cette page, mais en tout cas, on peut vendre nos livres, nos matériels à prix bas. Et on peut acheter nos manuels et tous nos matériels de seconde main. Par exemple, je me rappelle quand on allait dans les services d'hôpitaux en deuxième année, surtout, on allait partout exactement, on allait partout. Là, il fallait absolument être en blouse, en surchaussures, avec les crocs de l'hôpital. Là, vraiment, c'est à nous d'acheter. Oui, oui. Et stéthoscope aussi, j'en ai un. Mais c'est drôle parce que chez nous, en Belgique, pour la médecine, au début, c'est fort théorique. On a des calculs de chimie et de physique à faire. Après, c'est vrai que la plupart du matériel, c'est quand même l'université qui le fournit. À part notre trousse de dissection, le stéthoscope et le tablier, on doit acheter en début de première année de médecine, finalement qui nous sera utile jusqu'à la 5e année, donc jusqu'en Master 2. Par exemple, les travaux pratiques de microbiologie, où là aussi on doit faire des cultures. C'était plutôt la fac qui nous fournissait tout. En biochimie également. Donc
Oui, je pense que c'est deux systèmes différents. Justement, en parlant de profs et des assistants, comment ça se passe? Alors, au niveau relationnel, il n'y a pas vraiment on n'est pas amis non plus, mais ils sont accessibles, Mhm. vraiment. En cours, tu peux toujours lever ta main, poser tes questions, etc. Après, tout dépend de la matière. Si c'est une grosse matière où le prof vient pour vraiment terminer son programme de la journée, et après, oui, tu peux le solliciter à la fin du cours. Mais Mhm. pendant les 2 heures, il faut vraiment qu'il termine sa partie qu'il devait terminer aujourd'hui. Ça dépend. Par exemple, biochimie, je me rappelle, on ne pouvait pas poser de questions parce qu'il fallait absolument qu'elle termine sa partie. Et à la fin du cours, on pouvait discuter avec elle. Mais sinon, en général, les profs, déjà, quand on parle roumain avec eux, ils sont super contents. Ils sont très, 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 très contents quand on leur demande si ça va en roumain. Ils sont super fiers de nous. Mais sinon, aussi, et même eux-mêmes, ils attendent de nous à ce qu'on leur apprenne le français, enfin, qu'ils s'améliorent encore plus en français. Donc euh, déjà, je trouve ça super intéressant le fait qu'il y a une sorte d'échange culturel en plus de Mhm. l'échange de savoir en tant que médecin. Mais sinon, ouais, en général, bah, après, on est obligé de communiquer, hein. Par exemple, en Oui. dentaire, je peux pas faire quelque chose sans parler à mon professeur, sans que lui aussi vérifie mes connaissances avant que je fasse quelque chose. Donc, il y a certaines. Non, non, c'est facile de discuter avec les profs. Après, certains Mhm. d'entre eux sont plus charismatiques que d'autres, donc on n'ose pas leur parler. Mais non, 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 je n'ai jamais eu un prof où je n'ai jamais parlé avec lui, ou que si je ne l'ai pas eu en TP. Parce que les professeurs, en général, ils font les cours magistraux. Mhm. Après, ils ont les premiers groupes et les autres groupes, ben, c'est leur assistant qui s'en charge. D'accord. Donc là, c'est vraiment dans ces cas-là où, parce que moi, personnellement, je ne sais pas trop prendre la parole en amphithéâtre, donc je ne parle pas avec le professeur. Mais par exemple, les professeurs que actuellement j'ai en amphi, enfin en CM plutôt, et en TP, bah là, oui, je leur parle D'accord. tranquillement, vu qu'on est en petit groupe, en petit comité. Donc là, j'ose plus aller vers le prof, lui poser des questions, et voilà. Nous, ici en Belgique, ça dépend des profs. Il y a un peu comme partout des crèmes, des trop gentils et puis des charismatiques, comme tu disais. Mais c'est vrai que nous, on avait quand même. Voilà, le prof d'anatomie, il avait la prestance de ne pas répondre aux questions des étudiants, que ce soit en présentiel, par mail ou par n'importe quelle autre voie. Et à chaque fois, sa réponse était que tout se trouve dans le syllabus et dans le livre des références. Et puis voilà, quand on arrivait à l'examen oral le jour J, euh, il avait toujours le petit mot pour nous dire ah oui, si vous avez été à mon cours, vous savez que, etc. Donc il y avait quand même certains profs, voilà, de par leur travail en clinique ou de par le fait que c'était un peu des profs à bonne réputation difficile, qui ne répondaient pas forcément aux questions des étudiants. On était un groupe à part, quoi. Enfin, on s'est D'accord. entraidés entre nous. Mais après, avec les assistants, c'est à chaque fois des personnes qui font des thèses de doctorat au sein de l'université. C'est pas du tout les profs qui nous donnent les travaux pratiques. Mais ils sont employés par la fac. C'est un accord entre la fac, le prof et l'assistant. Les premières années, on avait des travaux pratiques, toujours chimie physique. Et là, c'était oui, des jeunes qui faisaient des thèses de doctorat dans ces branches-là. Maintenant, en master, on a plus des médecins aussi qui viennent en tant qu'assistants, mais qui ne sont pas profs. Mais c'est aussi des jeunes médecins, c'est entre 25 et 30 ans, que c'est chaque fois une collaboration entre la fac et le prof. Maintenant que tu dis ça, je sais que ma professeure de prothèse, ça l'énervait, tu sais, quand les élèves n'apprenaient pas, etc. Parce qu'elle, vraiment, enfin, elle le disait comme quoi elle prenait son temps pour nous expliquer et que ça lui faisait mal au cœur qu'on l'écoutait pas. Et moi, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment touchée et qu'elle aimerait garder contact avec nous. Et moi, ça m'avait touchée parce qu'il y a quand même des profs comme ça qui sont intéressés de savoir le après. Qu'est-ce qu'on devient? Ah oui, oui, oui. Donc, moi, j'ai vraiment aimé. Par contre, c'est vrai que j'ai eu des retours, pas par rapport à la Belgique, mais par rapport à la France, comme quoi il y a une sorte de maltraitance des internes ou des externes dans les hôpitaux. Donc, pour le coup, oui, les profs ou les assistants généraux à l'hôpital, oui, ils font très, très attention à ce qu'on fait, pas qu'on fasse non plus n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce souci de faire attention à ce qu'on fait. Si on n'a pas bien appris, ben, tu viens pas, tout simplement, hein. Et le fait qu'on vient pas, on a une absence, et qu'en absence, on peut pas passer à l'examen. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'arriver à un minimum, en ayant appris en étant à jour. Donc, il y a un certain respect mutuel à ce niveau-là.
On a parlé des cours, on a parlé des profs. Qu'en est-il des vacances? Alors, les vacances, en général, on rentre à la maison. Bon, ça fait par exemple octobre, novembre, décembre. Bon, il y a des périodes de 3 mois, 4 mois, on n'est pas rentré à la maison. Beaucoup d'entre nous ressentent le mal du pays. Bon, actuellement, la 5e année, j'ai l'impression que ça va, on commence vraiment à s'habituer au fait qu'on soit ici. Mais je me rappelle par exemple la période vraiment charnière où tout le monde rentrait en France en général, c'était deuxième, troisième année. Et là, il fallait absolument rentrer. Première année encore, c'est un peu l'attraction de la nouveauté. Ils sont plus tolérants à rester pendant les vacances, mais c'est vrai que deuxième année, ah non, je rentre en France obligatoirement. Après, ça dépend des familles, hein. Est-ce qu'ils ont prévu des vacances entre eux? Après, en général, oui, par exemple, moi, j'ai pu organiser un voyage avec une amie à Bucarest et aussi à Suceava. Là, j'espère pouvoir réorganiser un autre voyage à Brasov, me faire Brasov, la Transfagaracha, Château de Bran, Pelej. Et aussi, j'aimerais bien aller voir Sibiu. Mais ici, en Belgique, les cercles estudiantins, ils organisent pendant les vacances d'hiver une semaine au ski ou une semaine à la playa quelque part. C'est chaque fois les cercles, les assos estudiantines qui s'occupent de ça. Ici, je ne sais pas comment ça se passe en Roumanie, mais je pense que c'est un peu la particularité de la Belgique. C'est qu'en fait, il y a le baptême. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais il y en a qui sont de vrais adeptes. D'habitude, c'est pendant le premier quadrimestre, pendant 1 mois et demi, différentes épreuves, qu'elles soient intellectuelles, enfin un peu moins intellectuelles, qu'elles soient alcooliques, surtout alcooliques, et physiques aussi. Enfin, ils font pas que des choses alcoolisées, bien sûr. Mais voilà, il y a ça qui existe. Il y a aussi tout ce qui est revue médecine. Donc en fait, à la fin de l'année, il y avait un spectacle organisé par les étudiants, toutes les années de médecine, enfin bien sûr ceux qui voulaient. En tout cas, il y avait un grand comité revue. Voilà, il y avait un fil rouge, une histoire, et le tout était joué. C'était sous forme de pièces de théâtre. Et à ce moment-là, on invitait les professeurs, les parents, les étudiants pour voir le spectacle et puis tous les étudiants qui s'organisaient pour le faire. En Belgique, un cote, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est une chambre, un petit studio loué aux étudiants. Ça, c'est la définition du cote. Et alors, donc, en Belgique, ça existe des maisons entières. Chaque chambre appartient à un étudiant. Et alors, la particularité des cotes sur le campus, c'est plutôt qu'ils ont un projet commun. Ah oui, comme en Amérique, les fraternités, les sororités. Mais c'est unisexe ou c'est... C'est mixte. La plupart du temps, c'est mixte. J'ai entendu rarement unisexe, c'est mixte. Par exemple, il y a un cote qui va s'occuper de la vie sexuelle et de l'éducation du campus. Il y a un autre qui va s'occuper de faire à manger pour les events du campus. Il y en a un autre qui va s'occuper de la musique. Il y en a un autre. Enfin bref, chaque cote a son petit projet. C'est les étudiants qui s'occupent de ça, donc ceux qui vivent dans la maison. Et donc, ça anime aussi la vie du campus. Mais avec le Covid, tu as bien compris que ça s'organise plus du tout. Il n'y a plus aucun projet qui est organisé puisque voilà, les rassemblements sont interdits. Mais bon, certains essayent quand même de faire des choses via Internet et faire des activités online. Il y avait un petit marathon qui était organisé, course vélo. Et alors, ils ont transformé ça en vélo d'appartement. Et alors, pendant 48 heures, ils ont fait du vélo d'appartement dans leur... et ils les ont diffusés sur les réseaux sociaux. C'était assez drôle. Est-ce que vous avez des choses similaires à ça? Alors déjà, on n'a pas de cote. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est des QUOT? Non, c'est KOT. Ah, ok. Donc, non, on n'en a pas. On habite par nous-mêmes. On loue des appartements par nous-mêmes puisqu'on est en coloc entre nous. Mais non, on n'a pas de cote. Comme je l'ai dit, non, c'est plutôt l'association des élèves qui rythme la vie, l'année scolaire par les conférences avec les différents intervenants européens sur des sujets spécifiques en médecine. Et sinon, tout ce qui est sport aussi, on a des clubs de sport dans l'association, que ce soit foot, basket, running. Ah oui, on fait des tournois interfac aussi, de foot et de basket. Et aussi les soirées à thème, en boîte dans les bars, les after work, le jeudi soir, dans les bars, etc. Et aussi les galas de fin d'année. On s'habille en prince, en princesse. Bon, je dis ça de manière romantique, mais chaque année, il y a un thème. Par exemple, l'année dernière, c'était des casinos. Et d'avant, c'était des balles masquées. Et voilà, donc on était habillés dans le thème. Et on était tous très, très beaux et très, très belles. Et il y a eu des petits activités pendant la soirée. Mais voilà, quoi. Un peu comme les galas américains, quoi. Waouh. Et vous avez ce genre de soirée tous les ans? Il y avait tous les ans et maintenant, cette année, il n'y aura pas. Et je suis vraiment triste. En tout cas, ça fait rêver, comme tu le décris.
J'espère que l'année prochaine, ça va se remettre en place parce que j'aimerais finir mes études en beauté avec une belle robe comme chaque année. J'ai remarqué que en Roumanie, il y a des balles de promo je crois aussi au lycée, non? Ah oui, c'est possible. C'est quelque chose qui est qui est ancré dans la culture roumaine à la base. Ouais. Donc, même moi, quand je vais dans les magasins, c'est facile de trouver des robes de soirée et des robes de bal, pas de robes de boîte de nuit très très courtes et très échancrées. Non, non, non. Il y a vraiment des belles robes de princesse, etc., que ce soit princesse ou sirène. Hein. Et alors qu'en Europe de l'Ouest, il n'y a pas ça. Et je trouve ça super dommage parce qu'à part dans les mariages, il n'y a pas vraiment Ouais. d'occasion pour porter ce genre de robe. Et c'est trop dommage, je trouve, parce qu'on rate quelque chose. Oui, ici en Belgique, on fait d'habitude à la fin des études, je sais qu'ils font une cérémonie un peu officieuse comme ça et officielle à la messe, enfin, voilà, avec le discours du doyen, du vice-doyen, de tout le monde. Et puis le soir, ils font quand même un drink et ils réservent un grand resto pour tout le monde pour un peu marquer le coup. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet esprit de faire la fête jusqu'à pas d'heure. On a parlé des fêtes et de la vie estudiantine. Quelles sont les sorties que tout étudiant devrait faire en Roumanie? Bah déjà, visiter le pays. Mhm. Parce qu'après 6 ans, je pense pas qu'on va encore retourner. Après, je comprends, 6 ans, c'est déjà énorme. Donc moi, je pense que tout simplement aller à Bucarest, parce qu'il y a plein de choses à voir à Bucarest. Et moi, qui n'est pas un bon exemple, mais de toute façon, je vais le faire, c'est sûr. Brasov, vraiment, Dracula. Et Pelej. Pelej, c'est un vrai château de princesse. C'est trop beau. En Belgique, ce qu'il faudrait faire, c'est aller visiter Bruges, parce que ça, c'est vraiment chouette, au milieu du Nord, c'est vraiment beau. Puis Bruxelles aussi, c'est pour l'instant ma ville en Belgique coup de cœur. Et puis après, pour plus faire la fête, à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, en fait, c'est une petite ville estudiantine. Tous les mois d'octobre, ils organisent 24 heures pendant lesquelles il y a des cortèges de vélo. Et c'est une compétition à la base. Donc il y a des cortèges de vélo avec des étudiants qui doivent se relayer pour que le vélo ne s'arrête jamais de rouler. Et donc, voilà, c'est une grande fête dans la ville. Il y a des associations d'étudiants qui se préparent pendant des mois à construire leur vélo le plus grand, le plus beau. Et puis, bien sûr, à chaque fois, ça se termine avec des bandes d'amis qui continuent, qui s'acharnent pour gagner le prix. Enfin, voilà, c'est très drôle. Et puis, c'est une occasion de se faire des amis, de sortir voir la vie belge. D'accord. Et il y a un truc assez similaire aussi à Liège, c'est le Color Run. C'est une course où tu connais la fête indienne avec toutes les couleurs, les poudres de couleurs. Oui, ça oui. Enfin, il y a ça. En fait, c'est un mélange de concours et les gens ils nous jettent des poudres de couleurs. Voilà. Tu deviens arc-en-ciel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et du coup, toi, tu l'as déjà faite? Non, à chaque fois, je le rate. À chaque fois, oh. Encore une fois des stories Instagram et je me dis, j'ai encore oublié. Écoute, la prochaine fois que ça sort, c'est en septembre, c'est quand exactement? Non. Ah, je sais. À chaque fois, j'oublie, donc imagine la prochaine fois, je vais encore le rater, mais cette année, je pense pas que ça a été parce que à cause du Covid. Oui, bah oui. L'année prochaine. Mais écoute, first step, c'est savoir quand c'est d'abord. Oui. Ensuite, c'est l'inscription. Et troisièmement, tu te prépares. Oui. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question et le tour des études en Roumanie et en Belgique par rapport à la médecine. Merci d'avoir rejoint ma conversation avec Yasmine. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en nous laissant un petit commentaire sur Instagram. Là-bas, on est toutes les deux très présentes. Si vous voulez appliquer dans une université belge ou roumaine, je vous rappelle que dans la description du podcast, vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous aurez besoin. N'hésitez pas à consulter les sources officielles pour avoir toutes les informations mises à jour, puisque bien souvent, les conditions d'inscription changent d'année en année. Il n'est donc pas rare de vous voir demander un document supplémentaire en fonction de l'endroit où vous appliquez. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre échange sur YouTube également. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très facile et gratuit. Vous serez ainsi les premiers mis au courant de la publication des futurs podcasts. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode Made in Talk, le podcast des étudiants et jeunes médecins d'aujourd'hui.